Alors, moi, je m'appelle Mila et effectivement, je me reconnais, beaucoup dans le témoignage de Laetitia parce qu'au final, je pense qu'on a commencé à peu près en même temps et on a voyagé, à peu près, le même nombre de kilomètres donc on a pas mal évolué aussi. Alors, moi, j'ai commencé en 2017 et en fait, avec mon compagnon, Demi, qui est italien, donc il aime pas trop parler, face à un public, donc c'est pour ça qu'il est pas là lui. C'est pas trop son truc, il est assez timide, notamment en français parce qu'il est italien et pourtant il a un superbe accent donc ça pourrait le faire mais bon, il n'a pas osé. Donc voilà, donc nous on s'est lancé en 2017 et donc on a lancé, également un blog autour, de nos voyages et donc, à partir de ce moment-là, en fait, à partir du premier voyage, à la fin, on a décidé de faire du voyage à vélo notre mode de vie. C'est-à-dire qu'on part tous les ans pour un projet au long cours. Donc là, dans 3 semaines, on part pour la direction de l'Asie pour un voyage de à peu près un an. Donc nous, notre objectif, c'était de partir pour le Kirghizistan. Mais bon, c'est pas trop, hein, les frontières sont assez fermées. En fait, c'est un voyage qui est prévu depuis 3 ans, enfin qu'on avait en tête depuis très longtemps. On veut absolument aller sur la route de la soie, qui est en soi un pèlerinage du cyclo, puisque c'est très, réputé, chez nous. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour me présenter. Et moi je suis là ce soir pour vous parler un petit peu plus des aspects techniques, comment préparer un voyage, comment se lancer. Alors, selon moi, pour préparer son voyage à vélo, eh bien, la première chose, c'est, en fait, de lâcher prise. Parce qu'on a tendance à vouloir, se donner des objectifs, à vouloir, tout voir, à vouloir tout visiter et je pense que, pour moi, le meilleur voyage à vélo qu'on puisse faire, c'est quand on lâche prise et qu'on ne sait même pas où on va dormir le soir. Alors ça peut être très stressant pour certains au début et ça l'a été pour moi, hein. D'ailleurs, au tout début, j'ai mis 2 mois à peu près à me relaxer, de pas savoir, où dormir le soir. Mais je pense que ça permet en fait de vivre vraiment au jour le jour et d'avoir, cette expérience de vie qui, juste, ben: «Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?» Ben, voilà, on va dormir là, c'est chouette, il y a un camping», voilà, nous, ça nous a jamais posé problème. On a toujours trouvé un lieu où dormir. On a toujours transporté notre tente aussi pour être, totalement en autonomie. Alors bien sûr, ça peut évoluer, selon chacun. J'imagine bien qu'on peut pas tous, partir, au long cours. Si on part par exemple 2, 3 semaines, pendant l'été, dans ces cas-là et que vous êtes obligé de prévoir, les étapes parce qu'il va falloir, y aller et revenir et bien, dans ces cas-là, moi ce que je conseille, vraiment, c'est de prévoir assez large parce qu'au pire, on peut en faire plus, mais on peut rarement en faire, moins si on a bien prévu ces étapes avant de partir. Et donc voilà, ça c'est un point assez important. C'est vrai que maintenant, nous quand on part sur des programmes, organisés, on va dire, ça nous arrive de temps en temps. On essaye, vraiment de tabler, très peu de kilomètres par jour. On met, 40 à 60 kilomètres par jour. En fait, en général, on en fait toujours 60 ou 70, on en fait toujours beaucoup plus donc c'est pas trop grave. Il y a plein de détours à faire, il y a plein de choses à voir, notamment sur les Eurovélos justement, il y a toujours, en France, c'est incroyable toute la richesse architecturale, du patrimoine, les découvertes qu'il y a à faire, partout, c'est ça qui est chouette. Ensuite, au niveau des aspects plus, pratico-pratiques, je pense que, bah, pour commencer, il faut un vélo. Donc ça, c'est la base. Alors ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire, bien entendu. Selon moi, le vélo, ça va être quelque chose d'assez important, mais il faut savoir que, au 19e siècle, il y a quand même des gens qui ont fait le tour du monde à vélo et notamment des femmes, qui sont connues pour ça et donc du coup, c'est pas forcément, grave de ne pas avoir le vélo parfait. Tout ce qui compte, c'est d'avoir un vélo qui va tenir la route, qui va être assez solide. Donc souvent, on a des VTT, avec un bon petit cadre, dans nos garages qui traînent et ben, parfois il suffit juste de l'adapter et de lui mettre un peu de nouveaux composants dessus pour qu'il soit adapté au voyage. Alors,
un vélo résistant, ça va être important. Moi, je conseille quand même type VTT, VTC ou un vélo de randonnée tout simplement, qui peut avoir un peu de poids. Et alors, si on va sur l'Eurovélo 3, alors il faut savoir que nous, ça dépend quel itinéraire on prend. Parce que nous, on a suivi l'Eurovélo 3 assez strictement. On avait trouvé des tracés JPEX qui permettaient en fait de le suivre vraiment, même tout ce qui était prévu, hein. Donc en Norvège, on a pris pas mal de dénivelé et des gravel roads, donc c'est-à-dire des routes faites de gravier. Et donc, en fait, là, le voyage s'est un peu transformé. Ce sont des pistes qui sont vraiment belles. On est vraiment loin de tout, mais il faut absolument être en autonomie. Donc, voilà, ça peut être compliqué d'aller avec n'importe quel vélo sur ce genre de route. Dans ces cas-là, il vaut mieux avoir un peu des pneus assez larges, résistants, qui ne crèvent pas au moindre gravillon. Donc, moi, je conseille les Schwalbe. Alors, si vous voulez que je les écrive, je ne sais pas trop Oui, comment on je vais prononce cette l'écrire marque. pour toi. Ou alors, même les pneus de trekking de chez Decathlon qui sont pas très connus, mais qui résistent. Parce que je les ai testés et j'ai été assez impressionnée. Et ils sont à moitié prix, donc ça peut être pas mal si vous n'avez pas d'équipement. Je conseille également d'avoir une bonne transmission sur son vélo, c'est-à-dire de pouvoir mouliner pas mal pour les montées, parce que si vous faites le pèlerinage, en fait, il y aura également l'Espagne à traverser, et l'Espagne, il y a quand même du dénivelé, hein. Enfin, c'est pas un itinéraire, je trouve, de débutant. Il y a aussi les Pyrénées à traverser et la Norvège, mais ça vaut le coup. C'est vraiment le meilleur, donc ça a vraiment son intérêt. Une bonne selle, type selle Brooks, selle SMP, qui sont assez connues chez les voyageurs à vélo et qui permettent d'éviter les douleurs. Alors moi, pour l'anecdote, j'ai changé enfin ma selle pour une Brooks et je porte plus de cuissard parce que j'en ai pas besoin. Donc ça m'a changé la vie littéralement. On peut pas dire mieux. Et donc voilà. Après, comme on parle pas mal du VAE, alors, je pense que c'est un itinéraire qui est faisable en VAE si on l'adapte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment aller dans l'arrière-pays de la Norvège, par exemple, comme nous, on a fait, parce que nous, on n'avait pas du tout de batterie, on n'avait pas du tout de source d'énergie. Il y avait très peu de logements, on était obligé de bivouaquer. En fait, il n'y a rien, on n'a croisé personne. Pendant plusieurs jours. On n'a même pas croisé d'humains. Donc voilà, là, il faut adapter en fait le voyage. Je sais qu'il y a une route parallèle qui s'appelle le 6 et que les Norvégiens sont quand même de super conducteurs et qu'il n'y a vraiment aucun problème. C'est un pays qui est magnifique pour ça. Donc au pire, on peut aussi préparer autrement. Mais sinon, effectivement, sur le chemin de Compostelle, il y en a énormément qui partent en VAE. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Ensuite, bah, au niveau de l'équipement, qu'est-ce qu'on met dans ces sacoches, je veux dire. Moi, je pensais justement, je me suis fait la petite réflexion aujourd'hui. Nous, on a fait le pèlerinage sur plusieurs mois, et donc on est parti de juin, donc de Trondheim. J'arrive pas trop à le prononcer non plus. Et on est arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle le 30 octobre, quelque chose comme ça. Donc ça a duré plusieurs mois. Et quand on est parti donc en Norvège, sur certaines étapes, on a eu de la neige au-dessus de nous, qui est tombée la nuit, mais à 100 mètres d'altitude au-dessus, donc vraiment tout proche. On a eu des nuits proches de zéro. Et à la fin du voyage aussi, étonnamment, on a pris 30 degrés en Espagne au tout début. Et puis, on est vite tombé sur du 0 degré à la mi-octobre. Et donc, du coup, c'est un itinéraire qui, quand même, nous fait faire face à pas mal de vent. La Norvège et la Suède sont quand même des pays assez instables au niveau climatique. Je pense que tu as dû le vivre aussi un petit peu. Si oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut prévoir quand même pas mal de tenues, notamment une bonne doudoune, une tenue de pluie, des tenues coupe-vent qui permettent de se protéger du vent surtout. Ensuite, je pense que je prendrais des tenues de randonnée. Nous, on prend plutôt des tenues de randonnée qui sont plus adaptées parce qu'au final, quand on est à vélo, on est plutôt des randonneurs et pas vraiment des cyclistes au final parce qu'on prend notre temps. Voilà. Donc, ce sont des tenues
qui se portent assez facilement aussi au restaurant si on a besoin. Ça évite de mettre, beaucoup de tenues de ville et voilà donc quand même pas mal de vêtements techniques si de préférence, mais de randonnée qui permettent d'être discrets et qui permettent d'avoir chaud et de se dévêtir quand il y a besoin. Ensuite, moi un autre conseil, c'est, d'avoir des sacoches imperméables parce qu'en Norvège ou en Suède, nous, on a pris une semaine de pluie d'affilée. Alors au début, on se disait: «On va attendre que la pluie passe», mais elle passait pas. Donc du coup du coup, on a fini par rouler sous la pluie et c'est vrai que, ben, moi, mes sacoches n'étaient pas imperméables. Il y avait une protection, qu'on pouvait mettre dessus, mais elles n'étaient pas imperméables et malheureusement, ça traverse, en fait. Donc sur ce genre de pays, moi, je conseille quand même d'avoir, des sacoches imperméables. Elles sont encore, en plus, beaucoup plus durables que les sacoches, en tissu. Nous, les nôtres, on les a depuis le début, les imperméables qu'on a, parce qu'on a les 2 et elles n'ont pas bougé, donc c'est plutôt efficace. Donc voilà et sinon le bivouac, je vois qu'on en parle, dans les commentaires là. Oui, effectivement, c'est un choix. Après ça dépend, hein, si on suit strictement l'itinéraire, vraiment il y avait, en Norvège, dans certaines régions, il y avait pas grand-chose, mais sinon le reste de l'itinéraire était bien développé et il y avait toujours un camping, un hôtel, un hébergement, il y a aucun problème. Donc on n'est pas forcément obligé de transporter tout le matériel de bivouac. Nous, on le recommande pour, notamment, toute la partie norvégienne, mais c'est tout. Voilà, donc sinon, ben, le bivouac, c'est simple, tente, matelas, sac de couchage. Moi, je les conseillerais quand même à 0 degré parce qu'on a eu vraiment toutes les températures et puis voilà, après, si vous souhaitez des conseils un peu plus précis, nous sur notre blog, donc qui s'appelle Un monde à vélo, on a fait des articles hyper détaillés là-dessus. On essaye toujours de faire, les choses les plus précises possibles. Donc voilà, il y a pas mal de conseils sur tout notre matos, sur le bivouac aussi, sur les sacoches, voilà, on essaye d'être assez complet. Bon, il y a encore à compléter évidemment, parce que c'est un sujet infini, mais voilà, on essaye d'aller à l'essentiel en tout cas. Je confirme parce que tout à l'heure, j'ai relu votre article sur le bivouac, mais j'ai jamais vu un article aussi bien fait sur les matelas, les sacs de couchage, les tentes. Enfin, c'est hyper bien fait, hyper détaillé, et puis c'est sympa quand vous avez de belles valeurs derrière. Donc, oui, je recommande Merci aussi, beaucoup. vraiment votre cyclisme, il est super, quoi. Ouais, ouais, ouais. Merci, vraiment merci.